parmi nous aujourd'hui parce que j'avais très envie de t'interviewer parce que non seulement tu accompagnes des personnes qui ont perdu leur conjoint et tu les aides à retrouver la joie, à faire vraiment un travail de résilience, et aussi parce que tu as écrit un livre qui va sortir très prochainement. Donc du coup, pour qu'on te connaisse un petit peu, j'aimerais que tu nous expliques finalement qu'est-ce qui t'a amené à être entrepreneur et en quoi en fait ce chemin t'a permis aussi d'être un chemin de guérison. Ouais. Bon, alors, bonjour à toutes. Merci Delphine de m'avoir invitée. Je suis ravie. Donc, comme tu l'as dit, moi, j'accompagne des femmes qui ont perdu un conjoint depuis maintenant 4 ans. Alors, mon chemin dans l'entrepreneuriat, donc moi, je ne suis pas du tout issue d'une famille d'entrepreneurs, et pas du tout, du tout. J'ai travaillé 20 ans dans le travail social où j'ai accompagné déjà des femmes, plutôt des femmes victimes de violences conjugales et ensuite des personnes sans abri. Et moi-même, j'ai perdu mon conjoint en 2014 d'un suicide. Donc l'entrepreneuriat, c'est venu 3 ans après, en fait. Je pense qu'il y a eu un vrai... comme voilà, de vivre un deuil, c'est un vrai tsunami. Il y a vraiment un changement au niveau des valeurs, au niveau de notre rapport au monde, aux autres. Il y a une vraie transformation qui s'opère en nous, qui s'est opérée en moi, mais voilà, auprès de toutes les femmes que j'accompagne. Et à un moment donné, ce que je faisais, même si aider les autres, ça faisait toujours sens, mais en tout cas, dans le modèle où été le modèle salarial dans le travail social, ça ne me convenait plus. Et moi-même, j'ai beaucoup travaillé sur moi et la première thérapeute que je suis allée voir, c'était une sophrologue et ça m'a vraiment beaucoup aidée, beaucoup ouvert les portes à beaucoup de choses, au développement personnel aussi en général, parce qu'avant, j'étais pas du tout branchée développement personnel. Enfin, c'est un monde que j'ai découvert à la suite de mon deuil, en fait. Et c'est vrai que quand on a commencé à travailler ensemble, j'étais dans le programme Croissance. Toi, c'est dans les premières choses que tu m'as dites, c'est l'entrepreneuriat, c'est un chemin de guérison. Alors, ok, c'est une phrase que je comprenais voilà, intellectuellement, mais je ne voyais pas trop voilà, comment ça allait se passer et exactement ce que c'était. Mais j'ai vite compris, effectivement, que ça allait être un chemin de guérison parce que il y a eu tout le travail que j'ai fait avec toi sur le faire. Et toi, tu disais toujours, hein, on va travailler sur le faire, l'action, le passage à l'action, mais aussi sur l'être. Et moi, j'ai dû aussi beaucoup bosser sur mes blessures, du coup, pour rééquilibrer vraiment les deux choses, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est ce qu'on dit aussi, c'est que de fait d'être entrepreneur, étant un chemin aussi de développement personnel et guérison, c'est aussi ce que je voulais que tu partages, c'est qu'en fait, quand on a des blessures, et en particulier quand il y a eu un deuil ou plusieurs, en fait, ça peut empêcher des femmes entrepreneurs de véritablement réussir. Et donc, c'est aussi un peu pour ça que je voulais que tu témoignes. C'est parce qu'en fait, et ça m'est arrivé, moi, de côtoyer des femmes ou d'avoir des clientes qui fassent mention d'un deuil. Dans ces cas-là, je leur demande si elles ont fait un travail dessus. Parce que, évidemment, je le sais qu'à un moment donné, ça va ressurgir s'il n'y a pas eu un travail qui a été fait. Et toi, en fait, qu'est-ce que tu dirais qui se joue par rapport à ça? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou dans une reconversion pro qui ont vécu une épreuve de vie. Donc, que ce soit un deuil, que ce soit une maladie, que ce soit un licenciement, un burn-out, etc. Mais en fait, elles n'ont pas fait ce travail-là. Et qu'est-ce qui se joue souvent dans ces moments-là? Alors, on parle de blessures, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre confiance en nous, elle se casse la figure, mais puissance 10 000. L'estime de soi aussi. Il y a toujours aussi beaucoup de culpabilité. Je me sens coupable, je me sens en colère, j'ai l'impression de ne pas avoir été reconnue. Il y a un sentiment d'injustice. Et en fait, concrètement, alors moi, je l'ai vu pour moi, mais je le vois aussi pour certaines de mes clientes. C'est du coup, derrière, c'est, OK, je me lance dans l'entrepreneuriat où je change de job, mais j'ai un peu glissé tout ça, toutes ces émotions-là, pas claires, je les ai glissées sous le tapis et ça va aller parce que je suis en mode warrior, je suis une femme de challenge, j'y vais fort, fort. Mais en fait, ça ressurgit à d'autres moments, comme par la peur de se montrer.
bah non, je vais pas montrer, je vais pas faire de vidéo, je vais pas montrer en photo, je vais pas faire des posts qui parlent de moi parce que moi je suis pas intéressante quoi, je vaux pas grand-chose et je suis pas à la hauteur aussi, donc le syndrome de l'imposteur puissance 10 000 et de toute façon je suis pas je vais jamais être reconnue quoi. Donc derrière, il y a des choses très, très fortes. Et ce qu'il y a aussi, il y a un autre blocage, c'est cet équilibre dont je parlais en intro, là, entre, en médecine chinoise, hein, le yin, le yang, où en fait, on va être beaucoup on va forcer, quoi. On va forcer dans les actions, on va faire, on va être dans l'excès de contrôle parce qu'il faut que tout soit nickel chrome, il faut que tout soit parfait. Donc, les vidéos, ben, si je fais une vidéo, ça ne va pas être sur le flow en disant, tiens, youpi, je fais une vidéo parce qu'il y a un truc qui me vient. On va prendre notre texte, on va bien ajuster. Il ne faut pas que la mèche, elle soit comme ça, etc. On va être vraiment dans le contrôle à fond. Et ça, c'est hyper fatigant, c'est hyper épuisant. Et puis d'un autre côté, ben, tout ce qui est dans le flow, dans écouter son intuition, on va pas y aller, on va pas oser être soi en fait. On va pas du tout être clivant, tout se dire ben non moi je fais les choses. Enfin, euh, alors ça je connais bien parce que sur le deuil j'ai aussi fait un chemin parce que moi si j'étais restée à me comparer par exemple, alors on n'est pas nombreux à accompagner sur le deuil mais quand même. Ben, mes collègues, on va dire, ils sont plutôt calmes, très posés. Ils n'ont pas des lunettes rouges à habiller avec des couleurs flashy. Mhm. Donc, voilà, donc on ne va pas oser non plus prendre sa place vraiment et développer quelque chose qui nous ressemble. Donc, c'est un vrai frein parce que ça nous empêche complètement de rayonner. Et ce que je vois aussi, c'est qu'on a beaucoup de mal, enfin, les femmes peuvent avoir beaucoup de mal aussi à couper avec, ça c'est un autre blocage, soit avec des gens qui font, entre guillemets, qui interviennent dans le même secteur d'activité que nous, donc on ne va pas oser se différencier, ou alors on ne va pas aussi au niveau personnel, au niveau familial, couper avec les femmes, nos mères, nos grands-mères, qui ont fait aussi les choses différemment. On est toujours dans ce lien-là comme un élastique qui nous retient. Et tant qu'on n'a pas travaillé sur ces blessures-là, et des choses qui peuvent être aussi transgénérationnelles, hein, parce qu'il y a le deuil, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour aussi, des blessures d'enfance, en fait, ça nous retient et ça nous empêche vraiment d'être qui on est dans notre entreprise. Et forcément, les clientes, elles arrivent moins bien, moins vite, ou elles nous correspondent moins, quoi. Et j'amènerais en plus de ce que tu dis, puisque tu l'as vécu aussi, c'est que des fois, le conjoint perdu faisait des choses très bien. Et quand, par exemple, parlait en public, il y a une espèce de comparaison avec. Et lui faisait super bien, mais moi, non, on ne va pas comparativement à lui. Donc, il y a une forme aussi de déloyauté ou voilà, de vraiment laisser aller ce qu'il faisait bien, mais que aussi on peut faire soi très, très bien et donc se Ouais, libérer de cette pression, je ne sais pas comment tu l'appellerais. ouais, c'est intégrer en fait les qualités du défunt comme une espèce de transmission à soi. Effectivement, l'exemple que tu donnes, moi je l'ai vécu avec mon Mm. conjoint qui avait une aisance pour parler en public. Et quand j'ai dû faire mes premières conférences ou même dans les lives et tout ça, régulièrement je tombais malade, j'avais une cystite la veille parce que j'estimais que c'était pas ma place en fait, que je lui prenais sa place. Alors c'est Mm. complètement voilà, c'est irrationnel, hein, il Ouais. n'est plus là, donc je prends la place de personne. Mais en tout cas, ouais, j'ai dû faire ce gros travail là-dessus pour me dire, non, je coupe ce lien-là de loyauté. Ouais. Et ce lien qui était extérieur, en fait, je vais le cicatriser et je vais l'intégrer à l'intérieur de moi. Donc aujourd'hui, j'ai un autre regard. Je me dis, quand je fais une conférence ou quand je fais un live, c'est lui qui est en moi. Et quelque part, parfois, je me dis, il me dicte peut-être des mots ou il me souffle des choses. Mais j'ai plus cette sensation de ne pas mériter ma place et de voler, de lui voler sa place à lui, quoi. Mais ça, effectivement, il n'y a qu'en faisant ce travail sur le deuil que tu peux intégrer ça vraiment en toi et te l'approprier. Et après, c'est super parce que c'est une super force aussi
Et ça, d'ailleurs, en sophro, je fais des visualisations là-dessus, d'intégrer les qualités de celui qui n'est plus là ou celle qui n'est plus là à soi, quoi, pour continuer à avancer et pour renforcer ce lien. Oui, oui, parce que du coup, des fois, il y a des symptômes physiques qu'on ne sait pas nécessairement reliés avec le décès du conjoint. Ouais, ça c'est fréquent. C'est hyper fréquent. En fait, les personnes font pas du tout de lien parce que des fois, c'est longtemps après. Ça peut être 3 ans, 4 ans après, 5 ans après. On peut avoir des symptômes physiques comme ça. Alors, ce qui est assez récurrent chez les femmes, c'est les crises d'asthme, les cystites, des problèmes de peau aussi. Je pense au psoriasis, des choses comme voilà, des soucis, voilà. Et en fait, on a oublié, oui, on fait pas le lien avec le deuil et souvent, alors pas toujours, mais c'est assez fréquent que ce soit lié. Et ça, tous ces bobos-là, tous ces symptômes physiques, bah, ça nous freine aussi dans le développement de notre entreprise. Ouais, tant qu'on ne va pas aller creuser ça, ça va être récurrent, ça va revenir, alors que c'est des choses qu'on peut régler quand même assez rapidement et qui changent les choses, quoi, qui changent la donne. Ouais. Et donc, en fait, quelque part, tu dirais, quel que soit le moment où le conjoint est décédé, c'est de toute façon important de travailler dessus et d'être dans un processus de résilience, en fait. Même si, je dis n'importe quoi, on a 85 ans, enfin voilà, non, mais bien sûr. En fait, plein de choses. Bien sûr, parce que bah voilà, on le dit souvent, c'est comme une cicatrice. Hein, voilà, donc c'est une blessure. Donc ta blessure, tu peux faire le choix de la laisser à l'air libre, de pas aller aux urgences, te faire recoudre, etc. Bon ben c'est ok. Ben, déjà ça va être plus long à cicatriser. Et puis bien sûr le corps il fait son job parce qu'il va cicatriser naturellement les chairs et tout. Mais dès que tu auras dès que tu vas te cogner, dès que tu vas être fatigué, etc., ta blessure, ta cicatrice, elle va se réouvrir. Alors que si tu te fais accompagner, et même, voilà, j'entends la première année, on n'a pas, ou les premiers mois, on n'a pas forcément, on n'est pas là-dedans du tout, on n'est pas forcément à vouloir se faire aider parce qu'on est vraiment débordé par nos émotions et c'est compliqué. Mais moi, il y a des femmes qui viennent à voir, par exemple, 4 ans, 5 ans, 6 ans après. Et c'est encore, voilà, c'est possible de travailler là-dessus. Et cette cicatrice, ben, voilà, de retravailler, d'aller revisiter la blessure, même si c'est pas hyper confortable, mais d'aller la désinfecter, de voir les choses de très près. Donc, ça va être voilà, la tristesse, ça va être la culpabilité, la colère, etc. Pour vraiment bien cicatriser les choses. Et après, bien sûr, c'est une cicatrice qu'on va garder toute notre vie, mais qui va être complètement apaisée et d'en faire une force. Souvent, je dis, enfin, ça vient pas de moi, ça vient d'une cliente qui dit, c'est comme si j'avais un tatouage, il n'est pas visible, mais il est là, mais il fait partie de moi et de pouvoir, oui, le transformer et d'avoir des belles choses aussi après à vivre. Ouais, ça, j'y crois fort. Ouais, ouais, bien sûr. En plus, après, tu libères ta lignée potentiellement aussi, quoi. Donc, Ouais, c'est c'est déjà. ça. Ça a des impacts. Alors en plus pour les mères de famille, je trouve que c'est fort parce que souvent moi elles me disent qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants. Ben moi, la première chose que je réponds, c'est t'occuper de toi et de travailler sur ton deuil à toi. Parce que moi, je le vois tous les jours dans mes groupes, ça a des impacts énormes sur les enfants. Et les enfants, ça les rassure même de savoir que leur mère est accompagnée, qu'elle est dans un groupe avec d'autres femmes qui vivent la même chose. Et ça permet aussi d'aider les enfants dans leur propre deuil. Donc ouais, donc ça c'est hyper important. Il y a déjà à soi en tant que femme, en tant que mère, à faire cette démarche, ouais. Et du coup, est-ce que tu aurais 3 conseils pour dépasser ces blocages en fait que tu as déjà mentionnés? Alors ouais, la première chose, c'est vraiment de prendre conscience et de se poser et voilà, de pas mettre la tête dans le sable, de pas glisser les choses sous le tapis. Ça paraît un peu bateau, mais en fait, moi, enfin, je le vois hyper souvent de femmes qui veulent pas reconnaître en fait qu'il y a cette blessure-là qui est encore vive et parce qu'elles veulent pas se montrer vulnérables. Ça, c'est le truc. Parce que non, parce que de toute façon, si je remets les là-dedans, je vais pas être bien, je vais être mal
Et non, moi, je suis quelqu'un qui est forte, qui y va, et je veux surtout pas me replonger dans mon passé. Et en fait, c'est un mauvais calcul. C'est un très, très mauvais calcul parce qu'on se trimballe quand même notre truc, quoi, nos gros sacs, nos gros cailloux, là. Et en fait, c'est déjà de se poser et de reconnaître cette vulnérabilité-là qu'on a, qui fait partie de nous. Et dans l'entrepreneuriat, c'est même déjà, je trouve, une force parce que je me souviens très bien, moi, quand j'étais dans Croissance et tu me faisais travailler sur mon à-propos pour mon site Internet. J'ai mis 1 an à pondre cet à-propos parce que je me disais, non, mais Delphine, qu'est-ce qu'elle me dit? Je vais parler de mon histoire. Je vais me montrer hyper vulnérable, forcément. Et je vais avoir personne comme. Oui, on va dire que tu as mis 1 an parce qu'en fait, on a trouvé un autre alignement qui t'a permis d'avoir des clients. Mais finalement, après 1 an, il y avait une espèce de coming out où tu as dit, mais bien sûr, c'est une évidence, mais ça n'était pas avant. Ouais, mais il m'a fallu tout ce chemin-là pour aussi reconnaître, voilà, oui, ok, cette vulnérabilité-là, je l'ai là, elle est là, et ça va être aussi une force. Mais à un moment donné, si tu poses pas le truc, et si, voilà, c'est vraiment prendre conscience de ça et qu'il y a un lien avec, faire un lien avec mon entreprise qui se développe peut-être pas bien ou qui se développe, mais je suis au début et donc j'ai des choses à mettre en place. Donc c'est vraiment, se regarder dans le miroir en face, quoi, et reconnaître qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, hein, par rapport à l'équilibre entre le faire et l'être. Et toi, dans tes programmes, il y a vraiment ça. Et de savoir que c'est pas, comment dire, c'est pas du temps de perdu quand on prend soin de soi, quand on se fait accompagner, même quand on va marcher, quand on fait une sieste, c'est vraiment que ça fait partie, qu'on bosse quand même pour notre entreprise, même si on a l'impression de rien faire aussi. Et de pouvoir du coup équilibrer ces actions-là où on est, voilà, on pose des actions, mais aussi, ça c'est vraiment les deux choses parce que il y a quand même, tu le sais aussi bien que moi, beaucoup de femmes aussi, surtout dans les premières années, qui sont à fond, qui font aussi des burn-out en tant qu'entrepreneur et qui se crament vraiment très, très vite. Donc c'est vraiment pouvoir faire ça, de se poser, d'équilibrer. Et ça, si on n'est pas en capacité de le faire seul, faut se faire aider parce que c'est toujours plus facile quand on a quelqu'un qui nous donne un rendez-vous à un moment donné pour faire 1 heure de sophro, pour aller faire de l'hypnose, enfin, c'est toujours plus facile. On est toutes pareilles, hein. Si on n'a pas ça dans notre agenda, on ne le fait pas. Et puis la troisième chose, c'est vraiment alors bien sûr, j'ai envie de dire de pas se comparer, mais en tout cas de travailler aussi sur cette lignée-là de femmes et pour peut-être sortir aussi cette comparaison et s'affranchir aussi de qui étaient voilà, nos mères, nos grands-mères, et nous, on va faire des choses voilà, différentes. Mais ça soigne aussi, en fait, ces blessures que nos mères, alors c'est sans jugement, hein, mais nous ont aussi transmis inconsciemment, bien sûr. Et ça, c'est en faisant aussi un travail, voilà, alors soit travail de deuil, soit en fonction de ces blessures, c'est vraiment hyper, hyper important. Donc, ouais. Ok. Et du coup, pourquoi les femmes qui ont perdu parce que forcément, c'est assez facile comme question. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ton livre? Ah. Alors, pourquoi les femmes? Alors, c'est une question qui revient régulièrement, hein. Faut pas se leurrer. Moi, depuis que je suis à mon compte en 4 ans, je crois qu'il y a eu 3 hommes. Il y a eu 2 ados garçons qui ont été un peu traînés par leur mère jusqu'à mes programmes. Et puis, voilà, il y a eu un homme. Voilà. Alors, est-ce que c'est mes programmes? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la sophro? Est-ce que c'est les groupes de parole où les hommes voilà, je sais très bien qu'il y a des hommes veufs, hein, parce que régulièrement, j'ai des demandes. Après, je ne suis pas contre intégrer un homme dans mes programmes, mais il se trouve qu'ils demandent des renseignements, je leur explique, on se voit, mais voilà, ça ne va pas plus loin. Donc, et puis aujourd'hui, ma communication, elle est féminine, mais je me dis que de toute façon, si un homme, si ça fait écho chez lui et qu'il est OK, j'embarquerai. Voilà, donc
y a pas de souci là-dessus. J'adore les hommes. Et puis, le livre, ben, la première petite graine, c'est toi, hein, quand même, faut le dire. Puisque après croissance, j'ai embarqué pour expansion. Et en fait, la première séance de coaching, dans la préparation de séance, tu m'avais demandé d'écrire, ben voilà, quels étaient je sais plus comment c'était formulé, mais un peu mes rêves les plus fous. Enfin, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et bah, dans la liste, il y avait écrire un livre. Et toi, tu as commencé par là, à la séance de coaching, en me disant, ok, mais pourquoi tu l'écris pas? Parce que tu as plein de témoignages de clientes, donc tu pourrais déjà compiler des témoignages de clientes, parler de ton histoire. Et donc ça, c'était la première petite graine. Donc, j'ai commencé, mais voilà, ça a aussi mis le temps c'est aussi un processus, c'est comme le deuil. Et donc, après, il y a beaucoup de clientes, en fait, qui m'ont dit, mais Rachel, tout ce que tu nous dis, ça serait génial si tout était dans un livre, parce que des fois, tu nous dis des choses, mais je ne sais plus. Est-ce que tu peux reparler de ça? Alors, bien sûr, il y a mes vidéos dans les programmes et tout, mais il y en a plusieurs qui m'ont dit, ça serait super s'il y avait un livre. Donc ouais, ok. Donc c'était une autre, voilà, c'était une autre démarche. Et puis après, voilà, dans ton club d'affaires, j'ai rencontré une femme qui accompagne les auteurs. Et pour moi, c'était aussi, à un moment donné, c'est devenu une évidence, parce que je me suis dit, si je veux, je pourrais pas accompagner toutes les femmes qui ont perdu un conjoint, toutes les femmes veuves de cette planète, ouais, ce sera pas possible. Mais en tout cas, pour toucher un maximum de femmes, bah, le livre, c'est un super bon outil. Et c'est voilà, pour partager à la fois bah, ce qu'il y a dans mes programmes, mais aussi voilà, des témoignages de clientes, et puis de mon histoire. Donc ça, c'était voilà, ça c'est un peu, à un moment donné, ça s'est imposé. Je me suis dit, il faut que j'y aille, quoi. Voilà. Et c'est quoi la promesse de ton livre? C'est quoi la promesse de mon livre? Alors déjà, le titre, c'est Revivre après lui, ou comment retrouver sa joie de vivre après la mort de votre conjoint. Je voulais quelque chose, en fait, ben, c'est ce que viennent aussi chercher mes clientes dans les programmes, de très concret. Donc en fait, le livre partage vraiment des outils très concrets, à la fois pour traverser les émotions du deuil du conjoint, pour avoir un espèce de kit de survie pour faire face à cette traversée-là, et puis aussi des outils vraiment pour se reconstruire, aussi bien seul ou aussi en famille avec ses enfants, et retrouver, voilà, sa joie de vivre, parce que ça, pour moi, c'est hyper, hyper important, même si voilà, certaines femmes qui vont m'entendre vont dire, oh là là, Rachel, c'est loin pour moi, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui me semble vraiment important. Avec les outils de Sophro, bien sûr, que j'utilise, mais pas que, aussi plein d'autres outils, puis aussi les personnes qui interviennent aussi dans mes programmes, et illustrés effectivement par des témoignages de clientes, et des extraits, moi, de mon propre journal. Voilà, journal de deuil. Donc, c'est un guide, c'est un peu comme un guide assez pratique, assez concret, où les femmes pourront aller, venir, parce qu'il y a des exercices que vous pouvez faire voilà, directement. Et je donne beaucoup d'outils très concrets. Voilà, et très facile, très simple à mettre en place rapidement. D'accord. Comment est-ce qu'on se procure ce livre? Eh bien, là, vous aurez un petit lien au-dessus de cette vidéo. Donc, non, il est accessible sur mon site internet. Vous pouvez l'acheter. Voilà, les précommandes sont lancées. Donc, vous pouvez le précommander sur mon site. Et puis, il est lancé à partir du 10 septembre. Donc, sur mon site internet. Voilà. Qui est? Qui est rachelgalarme.com. Voilà. Ben, un grand merci, Rachel, on a fait, tu as partagé tout ce que tu avais besoin aujourd'hui. Ouais, super. Ouais, très bien. Super. Bon, ben, génial. Ben, un grand merci, Rachel. Moi, je trouve que c'est tellement important, parce que la mort, le deuil, c'est quand même un sujet assez tabou. Donc, je trouve que la façon dont tu en parles, de façon très colorée, justement, et bien sûr à accueillir les émotions et cette traversée qui est quand même vraiment difficile, et aussi que finalement ça ouvre des opportunités. Donc il y a un vrai processus de résilience, et je trouve ça vraiment chouette que tu puisses permettre ça à toutes ces femmes. Donc un grand merci, et puis félicitations pour le livre. Merci à toi. Merci beaucoup.